juste pour soutenir ce que les collègues ont dit, dans les jeux de rôle, c'est un forum. On peut explorer nous-mêmes ces thèmes qui nous impactent tous. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues concernant le transhumanisme. Il y a plusieurs peut-être approches au thème. Il y a toujours la peur de la mort qui nous affecte tous. Mais aussi, il y a les regards sur l'avenir. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de noir, de pessimiste juste avant? Ou est-ce qu'on peut contrôler le développement et les changements de notre société pour avoir un avenir un peu plus glorieux? Et ça, c'est quelque chose que dans les médias, je trouve qu'il y a souvent une approche qui est assez monolithique, qui veut diriger le débat dans une certaine direction. Et dans les jeux de rôle, je m'étonne toujours que les jeux de rôle ne sont pas partout dans notre société. Ça me semble un outil magnifique pour l'éducation, pour avoir ce débat entre nous, pour faire les expériences de pensée. Et je trouve que, surtout pour le transhumanisme maintenant, c'est une façon glorieuse pour de discuter et d'explorer ces thèmes. Ok. Nous allons pousser un peu plus vers l'aspect ludique de la chose. On parle de prothèse, on parle d'implant. Dans le transhumanisme, on parle d'enveloppe. Directement, on change de corps. On ne s'amuse pas simplement à changer une partie de son corps. Est-ce que ou comment utiliser tous ces outils qui sont mis à disposition dans ces univers, comment utiliser ça pour procurer quelque chose de ludique et pas simplement avoir une boîte de dés supplémentaire achetée, mais que l'on puisse s'amuser autour. On a dit tout à l'heure que ça permettait aussi, si on le souhaitait, amener des réflexions sur ces questions-là. Donc comment vous utilisez tous ces outils? Je peux juste référencer le système Fate, peut-être parce que j'ai découvert le système Fate il y a 10 ans et j'ai trouvé que c'était parfait pour Mindjammer. Ça permet d'avoir une série de phrases discursives qui décrit les facettes des personnalités des personnages. Ou de ces histoires, ou de leur histoire. Et dans le transhumanisme, peut-être un des concepts centraux, c'est l'identité personnelle. Est-ce que au fur et à mesure qu'on change nos corps, qu'on peut-être on a des implants neuronaux pour changer nos pensées, pour partager nos mémoires, par exemple, de transmettre les mémoires entre les gens, ça va forcément impacter et changer notre sens de l'identité personnelle. Et pour simuler ça dans un jeu, avec les jeux de rôle plus traditionnels, c'est assez difficile à simuler cet aspect des choses. Mais avec Fate, on a ces aspects, ces phrases qu'on peut directement changer. Alors c'est possible, par exemple, dans Mindjammer, d'avoir quelqu'un qui attaque, qui hack la personnalité d'un autre. C'est une attaque de combat, on lance des jets. Et si on réussit, on peut redéfinir ou manipuler ou changer un des aspects du personnage. Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire dans Fate, qui honnêtement je n'ai pas trouvé avant dans des autres systèmes qui existaient déjà. Alors c'est une des choses qu'on peut faire dans Fate qui est très efficace pour le transhumanisme. Moi, ce qui me semble intéressant, cette question du ludisme sur les aspects cyberpunk, transhumanisme. Bon, là, je vais surtout parler de Shadowrun et de Cyberpunk, en l'occurrence Cyberpunk 2020, l'édition que je connais le mieux de ce jeu. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que les implants, les augmentations sont traités de manière très différente entre ces deux jeux, qui sont contemporains. Pour la petite histoire, Shadowrun a rajouté la magie. Pour ceux qui ne connaissent pas Shadowrun, c'est en gros du cyberpunk avec des elfes et des dragons. Enfin, très, très, très simple.
Mais voilà, cette dimension magique a été rajoutée parce que Cyberpunk leur a coupé l'herbe sous le pied, est sorti juste avant, et donc FASA, qui était l'éditeur de Shadowrun, a été obligé de rajouter quelque chose à son propre jeu Cyberpunk pour se différencier, parce que du coup, sinon, ça aurait juste été un +1 et pas un jeu assez différent. Mais en tout cas, comme dans Shadowrun, il y a cette dichotomie avec la technologie d'un côté et la magie de l'autre, ils ont eu besoin d'avoir un système pour équilibrer ça, pour dire tu peux pas être à la fois un cyborg super équipé et un super mage, sinon voilà, le jeu il est cassé après. Donc du coup, plus tu mets de technologie dans ton corps, plus l'essence, ce qu'ils appellent donc l'essence du personnage diminue, et plus il est inepte vis-à-vis de tout ce qui est magique dans le monde de Shadowrun. Donc c'est vraiment une dimension purement d'équilibrage pour s'assurer qu'un personnage ne puisse pas non plus être trop puissant et que le joueur fasse des choix au moment de la création qui vont être intéressants et qui vont être cadrés un petit peu. Là où dans Cyberpunk, où il n'y a pas du tout cette dimension magique, ils ont pu mettre beaucoup plus de roleplay dans l'idée. On retrouve un concept un peu similaire qui est que plus on met de technologie, plus il y a un coût d'humanité à payer et plus l'empathie du personnage va diminuer. C'est un vieux concept de la science-fiction. Est-il pertinent ou pas, c'est une autre question, mais de dire que plus on devient une machine, moins on est entre guillemets humain, moins on est capable de sentiments humains, d'empathie humaine. En tout cas, donc un personnage hautement cybernétisé devient froid, devient désagréable, cynique, violent, ainsi de suite, jusqu'au point de rentrer dans la cyberpsychose, auquel cas il n'est plus jouable, tout simplement, il devient un psychopathe. Si vous aviez vu le teaser du jeu là, qui est en développement, jeu vidéo Cyberpunk 2077, le premier teaser qu'ils avaient fait mettait ça en scène. On voyait une femme qui, de toute évidence, était rentrée dans la cyberpsychose et avait tué tout le monde autour d'elle. Donc, mais ça, c'est quelque chose où on attend du joueur qu'il le roleplay cet aspect-là, qu'il joue le fait que son personnage a de moins en moins d'empathie. Donc c'est moins une notion d'équilibrage du jeu et plus un outil de roleplay pour rendre le personnage plus intéressant et la partie plus intéressante. C'est aussi un préjugé idéologique de Cyberpunk aussi. Si vous avez vu, comment s'appelle le film en français, Her, avec Joaquin Phoenix, Her, d'accord. Alors c'est bien possible que les transhumains vont être, les IA vont être beaucoup plus humains que nous. Alors c'est intéressant de voir la différence entre le Cyberpunk des années 80-90 et maintenant. En fait, moi, côté ludique, le cyberpunk et le transhumanisme sont des grosses boîtes à outils pour les joueurs. C'est vraiment ce que vous ne pouvez pas faire avec votre personnage, votre conscience, votre corps humain. Vous pouvez le faire, en fait, avec une coque transhumaine. Dans Eclipse, si vous voulez prendre une coque, un poulpe de l'espace, etc., pour vous aider, vous le faites, en fait. Si vous n'avez pas du tout de charisme et que vous devez séduire un homme politique, ou voilà, vous prenez le corps approprié, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, on ouvre l'éventail des possibilités, donc on ouvre aussi le jeu RP en fait à d'autres horizons. On n'est plus cantonné en fait à son simple avatar. On est cantonné à tout un éventail de possibilités qu'on peut incarner. Et ah ouais, non mais j'ai envie de jouer ça à ce moment-là, j'ai ma petite idée pour résoudre une situation. Ok, pas de souci. Prends l'outil dans la boîte, éclate-toi. Et moi, quand je vois mes joueurs s'éclater et me sortir des trucs mais complètement barrés, ben en fait, c'est limite là où je prends le plus de plaisir aussi à maîtriser. C'est vrai que, juste très rapidement, ça justifie ce qu'on trouve dans beaucoup de jeux de rôle, qui est le côté +1, +2, le côté bon, j'augmente parce que j'ai gagné de l'expérience, mon personnage, mon barbare nain ou que sais-je, va avoir +2 dans telle statistique, +3 dans telle statistique, ce qui n'est pas, quand on y réfléchit, ça n'a pas vraiment de sens. Mais dans les mondes cyberpunk et transhumanistes, ça a du sens, puisque c'est le corps qu'on change, qu'on transforme, qu'on adapte. Du coup, tous ces bonus ludiques de gameplay, de règles, sont parfaitement logiques dans ce type d'univers. Après, les mécaniques ludiques en elles-mêmes mettent en place en fait,
les outils pour éviter le gros bilisme. Tu parlais de la cyberpsycho, Shadowrun, on a aussi le mode cyberzombie, c'est-à-dire que plus aussi vous perdez votre essence, plus vous avez d'augmentation, plus un pirate expérimenté, pour un moment vous piratez, vous perdez. C'est pire. Quand vous perdez le contrôle de votre corps, que vous avez votre maître du jeu qui est en train de vous dire « Hey, je suis en train de te faire ça, là. C'était mon pantin ». Donc c'est aussi une sensation de dire « Ah ouais, j'ai voulu aller dans un extrême, mais j'en paye le prix ».